Excellent. Donc, re-bienvenue. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre avec la deuxième conférence. J'ai peut-être moins de présentation formelle à faire. Citec est un collègue de travail au niveau de l'équipe ici de l'école, coordonnateur du programme Succès numérique, va vous entretenir sur l'utilisation, je dirais, du numérique dans le cadre de la croissance de la petite entreprise. Donc, sans plus tarder, veuillez accueillir Citec. Merci beaucoup. Citec Lim, ça fait 3-4 mois que je travaille pour l'École des entrepreneurs. J'ai un background plutôt privé. Je travaille pendant 4 ans chez Transcontinental. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 3 ans pour HEC Montréal. Je travaille sur différents types de projets. On parle d'intégration, ERP, système de BI et tout. Alors, mon expérience du côté privé a été très, très bénéfique pour l'École des entrepreneurs. Alors, sans plus tarder, j'explique un peu la réalité actuellement par rapport aux PME. J'en ai souvent parlé comme quoi small business is the backbone of the economy, et c'est tout à fait vrai au Canada encore. Et si on regarde un peu les chiffres, les PME représentent 80% de l'entreprise au Canada, et dans ces 88%, ils emploient pour 70% de la main-d'œuvre canadienne. Et Doug parlait tantôt par rapport au bootstrapping. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des propriétaires d'entreprises utilisent les fonds personnels pour investir dans l'entreprise. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est que les gens ont soit un mauvais crédit ou soit une mauvaise information par rapport à l'accès au financement. Et je vais vous expliquer un peu après quels sont justement les ressources qui sont disponibles pour aller chercher ce type de financement. Le dernier chiffre que je trouve qui est hyper important, seulement 51% des entreprises survivent après leur 5e année. Je vous dresse un peu le portrait de ce que c'est le numérique au Québec. Il y a 90% des foyers qui sont connectés à Internet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministre Couillard a déployé pour 1,5 milliard au mois de décembre dernier. Puis ce qu'ils veulent là-dedans, c'est justement accès à Internet haute vitesse à travers le Québec. Puis il y a aussi des plans d'accompagnement pour les entreprises. Les deux prochains chiffres que je trouve aussi hyper intéressant, c'est au niveau justement de l'utilisation des mobiles. On parle du téléphone, on parle aussi de l'iPad. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous développez une application, que ce soit mobile ou que ce soit sur une plateforme web, assurez-vous que l'application fonctionne sur ces mobiles-là. Et l'autre chose aussi, c'est au niveau de l'utilisation des médias sociaux. 70% des gens, les adultes et les jeunes, utilisent maintenant les médias sociaux. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est qu'il y a environ 2 milliards de gens qui utilisent Facebook de façon mensuelle. Alors, c'est hyper important pour vous, je pense, de s'attarder à ça puis de développer éventuellement votre réseau sur les plateformes. Pour les commerces en ligne, c'est un outil qui est disponible. C'est un outil qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'investissement, mais qui peut être très, très profitable pour les entreprises qui veulent justement valider leurs produits. Au niveau de, disons, les chiffres au Canada, 1 personne sur 2 magasine en ligne. C'est principalement des femmes. Et pour 2016, il y a au-dessus de 8,5 milliards d'argent qui ont été dépensés sur les plateformes en ligne. Dites-vous que dans ces 8,5 milliards-là, les 2 tiers, c'est sur Alibaba et Amazon. Alors, il y a très, très peu d'argent qui sont investis dans les entreprises québécoises. Et le panier moyen est environ 325. Ça, c'est les chiffres de 2016. Mais on est en 2018 et ça a un peu explosé depuis ce temps-là. C'est comme je disais tantôt, la répartition des sexes selon justement les comportements en ligne. Les femmes magasinent beaucoup plus. Il y a un chiffre qui est assez étonnant. Les femmes magasinent plus, mais en soirée, vers 1h du mat. On essaie de comprendre pourquoi, mais c'est le cas actuel. Les hommes, ce qu'ils achètent en ligne, c'est principalement des produits tech. Les femmes, c'est tout ce qui est au niveau des vêtements, des cosmétiques et tout. Le marché mondial, le Canada, c'est un petit marché, si on compare par rapport aux États-Unis, par rapport aux US. US, c'est environ 10 fois en termes d'achat. En Chine, c'est énorme. Ils ont une journée qui s'appelle la journée des célibataires. C'est un peu leur Black Friday. Et l'année dernière, ils ont vendu pour 25 milliards en une journée. Chose qui est tout à fait énorme. Ce qu'il faut voir par rapport justement à l'investissement en tech, les gens ont tendance à voir ça comme un fardeau, comme des coûts personnels, mais voyez ça comme un gain de productivité. Ce que les gens ont découvert, c'est que si j'intègre justement une solution numérique, on parle d'une solution au niveau de la comptabilité, au niveau du budget, il y a un gain de productivité autour de 10%. Et voyez ça comme un investissement, de la même façon que vous achetez de la machinerie.
Et lorsqu'on parle d'e-commerce, il y a tout un écosystème. Hein. Lorsque vous avez déployé une application comme Shopify, il y a aussi toute la partie médias sociaux, les outils de marketing numérique. Alors, ce qu'on suggère, c'est débuter modestement. Allez pas nécessairement faire 3, 4, 5 choses en même temps, mais sélectionner les piliers les plus importants, puis ensuite entamer votre intégration numérique. C'est quoi les bons produits qui sont, disons, c'est à très haut niveau, là, mais les éléments qui sont les plus importants lorsque vous décidez de vendre en ligne? Parce que quand on parle de nicher, essayez pas nécessairement d'être le prochain Amazon, le prochain Walmart. Trouvez justement votre public cible, votre persona qu'on appelle, puis à partir justement de ce public cible-là, proposez des produits qui vont justement répondre à leurs besoins. L'une des choses que je trouve qui est hyper importante, c'est au niveau du prix. Là. On est au Canada, nécessairement, il faut calculer les frais de main-d'œuvre, la personne qui va prendre le temps justement d'emballer les choses, le shipping et tout, qui fait en sorte que si vous vendez un produit qui est en bas de 25 $, c'est plus ou moins profitable. Mais pour une entreprise qui est au Mexique, qui est en Chine, nécessairement le coût de main-d'œuvre est très, très minime. Alors 25 $ pour eux, c'est énorme. Alors il faut tenir ça comme réalité si vous vendez aussi. Et on cherche beaucoup d'unicité aussi. Alors sortir un peu de l'ordinaire, développer des produits qui sont pas nécessairement les mêmes produits que d'autres personnes, puis jouer autour là-dessus pour vous différencier. Et lorsque vous allez monter votre plateforme, vous avez deux façons de le faire. La première plateforme qui est un modèle SaaS. Je pense que les gens qui connaissent, c'est quoi un modèle SaaS? Non? Quand on parle de modèle SaaS, c'est une solution qui est cloud. L'application ne vous appartient pas. Vous prenez justement un abonnement mensuel et dès que vous arrêtez de payer, l'application ne vous appartient plus. Un modèle CMS, ce qu'on appelle le Content Management System, les WordPress, les Magento, c'est que l'application, vous allez l'installer sur un serveur, puis ensuite vous allez configurer, mais vous n'allez pas payer justement des frais récurrents. Il faut savoir que ces modèles SaaS-là, c'est limité par rapport au nombre de SKU, au nombre de produits que je peux mettre à l'intérieur de ça. Vous avez une solution qui s'appelle Mon Panier d'achat, qui est une solution québécoise, qui je pense qu'il va être là demain. Puis si vous avez des questions à leur poser, ils vont être le plaisir de vous répondre. Les avantages d'un modèle SaaS, c'est clé en main. Dans le fond, ça ne prend pas nécessairement un développeur pour le faire. Vous avez ce qu'on appelle des dashboards. Alors, vous connectez sur l'application et ça fonctionne de façon assez intuitive. Là. Et l'application peut ensuite ajouter d'autres fonctionnalités, peut se greffer à d'autres intégrations, d'autres technologies et tout. Et le prix est souvent hyper avantageux. Là. Vous déboursez environ 30 à 50 $ par mois. Puis avec ce modèle-là, vous pouvez déjà vendre après une semaine, disons, d'intégration. C'est un peu comme je disais tantôt, l'accessibilité, ça requiert pas nécessairement Accessibilité, ça requiert pas nécessairement des connaissances poussées en termes justement de développement et tout. Puis vous avez du support. Ils ont souvent des tutoriaux à l'intérieur de la plateforme. Il y a des personnes qui vont vous répondre 24 heures sur 7. Ils ont un chatbot qui est hyper évolué. Ils ont la documentation. Alors, c'est une très belle plateforme pour se lancer sans nécessairement débourser les grands coûts. La partie importante qu'il faut aussi tenir en compte, c'est la partie maintenance. Lorsque vous allez créer votre propre site, nécessairement, il faut mettre à jour le code, il faut mettre à jour la partie sécurité, il faut renouveler le nom de domaine et tout. Mais quand vous êtes sur ces services-là, des modèles SaaS, ça se fait automatiquement. Puis l'autre chose aussi qui est pas une mauvaise chose, c'est au niveau de la gestion. Il vous présente souvent des dashboards. Ça permet d'avoir un big picture de votre site web. C'est quoi le taux d'enchandage? Quels sont les produits les plus achetés? Quels sont les commentaires les plus lus? Alors, vous avez justement un dashboard qui est hyper détaillé, qui vous permet, je pense, ensuite de prendre vos décisions. La plateforme CMS, souvent, comment les gens fonctionnent avec la plateforme CMS, c'est qu'ils engagent un développeur pour le faire. Ça prend un minimum de compétences techniques pour pouvoir monter. Et ce qui est fun avec ça, c'est que vous avez un site web qui est hyper personnalisé. Vu que vous injectez du code et que vous pouvez justement définir ce que vous avez besoin. Et au niveau de l'utilisation, c'est assez seamless. L'application est évolutive. Comme je disais tantôt, par rapport au modèle SaaS, vous êtes limité par rapport au nombre de produits. Si vous voulez intégrer d'autres produits naissants, il faut payer supplémentaire. Et une application comme WordPress ou comme Shopify, Magento, ça peut se faire de façon assez facilement. Puis le site vous appartient. Sur Shopify, vous payez 50 $. Dès que vous arrêtez de payer, ça ne vous appartient plus. Mais sur une plateforme que vous hébergez, le site vous appartient après. Sur le plan d'adaptabilité, ça c'est hyper important. Si vous voulez justement intégrer par rapport à d'autres solutions, je pense entre autres à une solution de comptabilité. En tant que vous faites des transactions en ligne, que si vous utilisez une autre application de vente en ligne,
faut que ça soit que vous n'allez pas faire nécessairement des opérations en double. Dès qu'il y a une vente sur la plateforme, vous n'allez pas nécessairement répliquer la vente puis écrire une transaction. Alors, il y a une façon justement d'intégrer les applications ensemble pour que ça se fasse de façon automatisée. Puis l'autre chose qui est hyper intéressante aussi, c'est que vous n'avez pas de frais récurrents. Sur une plateforme comme mon panier d'achat, Shopify, vous allez payer 30 $ par mois. Ensuite, vous allez payer un pourcentage par rapport à des ventes qui sont vendues. Puis ensuite, vous allez payer un pourcentage par rapport justement au processus de paiement. Je vais lister un peu disons, les éléments les plus importants lorsque vous allez prendre une décision. Je vous ai listé aussi les entreprises, disons, les plus utilisées. Shopify, c'est une solution ontarienne. Ça a été lancé, je pense, une dizaine d'années. Ils ont actuellement un partenariat avec SEO pour vendre la WIT en ligne, mais ça va s'opérer au cours de l'année. Mon panier d'achat, c'est une solution locale, très utilisée aussi par les Québécois, très adaptative aussi. WooCommerce, c'est un plugin qui s'intègre avec WordPress. Et Magento, c'est souvent utilisé dans les grandes entreprises. Qu'est-ce qu'il faudra regarder justement? C'est au niveau des features. Lorsque vous montez votre site web, je vous suggère de jamais partir from scratch. Utilisez un gabarit, utilisez un template qui est existant. Puis à partir du gabarit, vous allez construire votre site web. Et l'autre chose aussi, c'est au niveau des catalogues. J'avais parlé tantôt par rapport sur Shopify, vous êtes limité par rapport au nombre de produits. Alors, regardez les différentes possibilités et c'est quoi justement le meilleur rapport qualité pour vous. Les processus de checkout et de buy flow, c'est assez similaire entre les entreprises. Regardez un peu leurs features, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter de plus. Au niveau de la langue, les gens ont tendance à négliger, mais vous êtes au Québec, alors il faut développer la plateforme en français et en anglais. Les solutions comme Shopify vous offrent des plugins que vous pouvez directement l'installer, puis ça permet d'avoir la version en français et la version en anglais. La même chose se fait aussi pour les autres solutions. Il y a des solutions que vous devez construire vous-même, la version français, un site web en français, puis un site web en anglais. Puis ensuite, tout ce qui est lié aux pages. Je vais lister un peu disons, les éléments les plus importants pour prendre la décision. Ce que je suggère souvent aux gens, c'est d'aller voir vos concurrents. Puis à partir de là, utilisez l'application, puis voyez justement les fonctionnalités qui vous parlent le plus. Puis à partir de là, faites votre liste d'épicerie. Dès que vous allez rencontrer justement le fournisseur de services, leur dites, OK, ce site web-là me parle beaucoup, tel feature, ça pourrait justement rentrer dans mon bullet point. Puis à partir de là, vous pouvez faire le costing avec eux. Au niveau du budget, les gens ont tendance à négliger une contingence. Il faut savoir que la part des projets web, ça dépasse les coûts, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, tu vois, le prorata de 20%, c'est hyper important. Assurez-vous que vous avez ce montant-là pour amortir les coûts. Et l'autre chose aussi, les coûts à tenir, c'est que lorsque vous allez livrer le site web, nécessairement, il va y avoir des bugs. Alors, il faut les corriger. Et si vous voulez intégrer d'autres solutions, il y a aussi un budget en conséquence pour pouvoir le faire. Et comme je disais tantôt, votre compétition client cible, c'est là que vous allez construire votre site web selon ce que les autres font et selon ce que les clients veulent. Les différents types de prestataires, je vous ai listé un peu du plus cher au moins cher. Sur le dernier, vous pouvez vous faire vous-même. Et ça ne demande pas nécessairement, disons, beaucoup de temps. C'est sûr que ça prend du temps pour lire. Puis il y a énormément de la littérature sur le web pour ça. Les pigistes, c'est souvent des freelances qui chargent plus ou moins cher. On parle de 25 à 50 $. Les consultants, ce sont des gens qui ont travaillé dans les grandes entreprises, ils ont leur propre agent, ils ont quitté, mais eux autres, ils vous chargent un petit peu plus cher. On parle autour de 70 à 120 même. Les agences numériques, c'est les agents qui sont spécialisés dans le domaine. Ils font du SEO, ils font du SEM, ils montent les sites web, ils personnalisent énormément les sites web aussi. Je vous disais, c'est le plus cher. Puis l'agence Comp, c'est un peu le mouton noir. Ils vous offrent des solutions de branding, ils vous offrent des solutions justement de vision d'entreprise et tout. Puis à la fin, dès que vous avez signé le papier, ils vous disent on fait aussi le site web. Je vous suggère moins d'utiliser les agences de com. C'est souvent les plus arnaqueurs. L'ascension du mobile, ça c'est hyper important. Là. 60% des gens sont sur le mobile et 40% sont sur leur laptop. Et ça, c'est les chiffres qui datent de 2006. C'est en train de changer encore. On s'approche de 80%. Chose qui est étonnante, c'est qu'au niveau de la consommation, les gens magasinent moins sur l'application mobile,
que sur le desktop. On dirait que les gens ont ce réflexe de regarder les produits à partir de leur téléphone, mais ils rentrent chez eux pour acheter pour le produit après. Si vous voulez développer une application native versus une application responsive, quand on parle de l'application responsive, c'est que vous avez un site web, ça s'adapte par rapport à votre téléphone, à votre iPad. Une application native, c'est que vous allez développer l'application sur un environnement Apple, puis un environnement Android, puis vous allez déployer sur le Apple Store. La problématique avec ça, c'est que si vous avez des bugs, il faut corriger le bug sur l'application dans Apple, puis aussi corriger le bug dans l'application sur Android, qui fait que c'est en double charge. Il faut tenir compte de ça par rapport justement à votre budget, puis vos ressources en interne aussi. Et l'autre chose qu'on a remarqué, c'est en termes d'adoption. Je pense que la première année de C2 Montréal, ils ont développé une application pour l'événement. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les gens ne voulaient pas télécharger l'application juste pour une journée. Alors, vous voyez la façon dont vous fonctionnez, comment votre entreprise fonctionne. Alors, faites en sorte que, est-ce que c'est une application qui va être responsive ou native? Puis l'autre chose aussi, trouver des ressources qui sont experts, faire du développement natif, c'est hyper dispendieux. Apprenez plus sur votre clientèle et vous avez beaucoup d'outils qui sont disponibles actuellement. Facebook, c'est un peu la place là. Les gens posent souvent la question si je dois faire la publicité sur Google ou je dois faire la publicité sur Facebook. Dites-vous que vous avez plusieurs comptes de courriel. Moi, j'ai un compte l'entreprise, j'ai aussi un compte Gmail, j'ai aussi un compte Yahoo, mais j'ai aussi un compte Facebook. Alors, si vous voulez cibler vraiment la personne, optez pour Facebook. Puis actuellement, ils sont mettre en branle, disons, beaucoup de ressources pour que Facebook à terme va détrôner Google. Alors, vous avez deux outils qui sont très utilisés. Facebook Insight, Facebook Audience Insight. Ça permet un peu de comprendre un peu le comportement du consommateur. Vous avez une page Facebook, vous êtes capable de savoir quelle tranche d'âge qui like votre page, quel genre de photos qui sont les plus partagées, quels sont les produits qui sont les plus achetés, vers où ils passent pour tomber sur votre plateforme. Alors, prenez le temps justement d'aller décortiquer ça. Puis, ils ont un dashboard qui est assez intuitif, qui permet justement de pouvoir segmenter, puis ensuite de faire des analyses plus poussées. Twitter Analytics, qui d'entre vous utilise Twitter encore? Personne? Ouais. C'est plus ou moins utilisé, c'est sur leur déclin, je vous avouerai, mais c'est très utilisé dans les salles de presse. Les journalistes utilisent beaucoup, partagent les nouvelles. Google Analytics, ça c'est un must, là. Si vous avez un site web, vous n'avez pas Google Analytics d'installer, vous allez tirer sur les pieds. Ça permet d'avoir, disons, un portrait de tout ce qui se passe sur votre site web. Le nombre de personnes qui sont connectées, par où ils sont connectés, quelles pages qu'ils ont passées, c'est quoi les pages les plus regardées. Alors, c'est l'endroit à y aller si vous voulez avoir plus de détails. Alexa qui permet un peu de faire la veille par rapport à des sites web. Moi, ce que j'aime bien souvent, c'est utiliser Alexa pour comparer les entreprises. J'étais sur le site d'AdSense, puis je voulais comparer par rapport à un autre site. Ça me permet de savoir est-ce que AdSense, une entreprise qui est bien établie sur le web, qui génère assez de revenus, si je compare par rapport à une entreprise comme Farfetch. Alors, ce genre d'outil-là, c'est hyper important si vous voulez analyser par rapport à votre compétiteur, votre client cible et tout. Là. Très utile. Et c'est des solutions qui sont disponibles, qui sont gratuites. Créez votre persona. J'imagine que vous avez des cours à ce sujet-là si vous êtes en lancement d'entreprise. Non? Ça, c'est hyper important. Ça me permet de savoir qui magasine sur ma plateforme et serait qui le client cible que je vise. Alors, vous mettez un peu son âge, où est-ce qu'elle travaille, c'est quoi sa situation familiale, où est-ce qu'elle habite, c'est quoi ses aspirations, c'est quoi ses buts, c'est quoi ses intérêts. Mettez sur une bio, j'ai mis une photo de ma cousine, et les bandes qu'elle croit. Mais prenez le temps justement de mettre l'effort là-dessus, parce que c'est à partir de là que vous allez driver toute votre stratégie numérique, toute votre stratégie marketing. Alors, si vous n'avez pas un portrait détaillé de la personne qui magasine chez vous, c'est ça que vous allez tirer sur les pieds. Il y a plusieurs façons d'aller attirer les gens vers votre plateforme une fois que vous avez lancé. Et actuellement, je donne beaucoup de formations aux artisans à Québec puis à Montréal. Et nécessairement, quand tu donnes la formation e-com, tu expliques comme quoi vous avez besoin d'une plateforme e-com. Une fois que leur plateforme est montée, vous dites que j'ai une personne qui vient sur ma plateforme. Puis l'autre chose aussi, c'est ça la problématique, c'est que les gens pensent qu'il faut juste développer la plateforme et les gens vont venir.
Maintenant, il faut mettre justement l'argent pour avoir une stratégie numérique pour les convertir, pour qu'ils viennent sur la plateforme. Alors, d'où la nécessité de comprendre quels sont justement les éléments qui sont les plus porteurs pour aller convertir les gens sur votre plateforme. Vous avez plusieurs façons de le faire. Je vous énumère les 5 les plus populaires. On parle de contenu à valeur ajoutée. Ça, c'est avec l'ajout d'un blog sur votre site web. Marketing par courriel, les MailChimp de ce monde. Référencement organique, ça, c'est lorsque les gens vous cherchent sur Google, sur quelle page vous tombez. Alors, ce qu'on veut, c'est tomber sur la première page nécessairement. La publicité en ligne, là, on parle d'SEM, médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Les bons conseils pour créer votre page blog. Moi, je suggère souvent d'exploiter le voisin. Regardez ce que les gens écrivent, écoutez justement les audiences, puis à partir de là, rédiger les choses. Soyez utile. Là. Vous n'êtes pas là à vendre des choses, vous êtes là en tant qu'expert dans votre domaine. Et écrivez des articles qui parlent aux gens, que les gens recherchent. Et les gens ont tendance à négliger, mais maintenant, les gens ne cherchent pas nécessairement un mot-clé. Ils cherchent une phrase, un mot de 3-4 syllabes. Alors, prenez le temps justement de comprendre ces éléments-là, puis construire les articles en conséquence. L'autre chose aussi, utilisez les modèles visuels et vidéos. Ce qu'on remarque, c'est que les gens cliquent moins sur les textes. Les gens cliquent plus sur les vidéos. Et lorsque vous êtes sur Facebook, vous verrez que les vidéos, ça se défile automatiquement. Vous n'allez pas cliquer sur Play. Et en termes de conversion, c'est 60% pour les vidéos, c'est 40% pour les images, et c'est autour de 20% pour le texte. C'est sûr que si vous êtes Louis C.K., vous allez plus vu au niveau du texte, là, mais la part des entreprises qu'on suggère, c'est les vidéos. Et l'autre chose aussi, lorsque vous écrivez pour le web, écrivez pas nécessairement un texte de 300 mots, sans paragraphe, sans bullet point, sans images et tout. Là. Faites en sorte que les gens ça parle, là. Faites en sorte qu'il y ait d'interaction, qu'il y ait des images pour que ça soit plus appealing pour les gens. Pensez local. Chose qui est assez importante. Lorsque vous allez créer votre boutique, lorsque vous allez lancer votre magasin, inscrivez-vous sur Google Maps, inscrivez-vous sur Yelp, créez cette page-là. Créer une page Instagram. Instagram, il y a 500 millions d'utilisateurs journaliers. Alors, si vous n'avez pas d'Instagram avec votre compte, vous allez perdre justement ces clients potentiels-là. Effectuez fréquemment des mises à jour. Les gens se connectent sur votre site web, ils s'attendent qu'il y ait une communauté, que les gens partagent des choses. Alors, si vous n'avez pas nécessairement du contenu qui leur parle, c'est ceux qui ne vont jamais revenir. Héberger un webinaire. Nous, on le fait à l'école. Alors, interviewez des gens qui sont dans votre domaine, faites des vidéos, tutoriels, des trucs comme ça, qui font en sorte que vous avez du contenu qui sont à valeur ajoutée et que les gens vont revenir pour ça. Marketing par courriel. Et ça, si vous avez une stratégie à adopter, ce serait la stratégie. En termes de conversion, on parle d'environ 40%. Et les bonnes pratiques pour le faire. Est-ce que vous connaissez un peu le CTA, le Call to Action? Oui. Dans le fond, sur votre site web, vous allez mettre une section, un CTA, où les gens cliquent dessus, puis ensuite, vous allez rentrer votre courriel, et c'est là que vous allez collecter les courriels des gens. Si vous faites souvent des salons, imprimez un chiffre Excel avec le nom, avec l'adresse, puis avec un bouton pour dire comme quoi vous autorisez la personne justement à lui envoyer l'information, ça c'est un must, là. Ce qu'on veut faire, c'est populer à la base pour ensuite lui présenter les choses. Moi, ce que je fais un peu le parallèle par rapport au marketing par courriel, c'est que vous êtes un peu dans l'intimité de la personne. C'est qu'à chaque jour, à chaque semaine, vous avez accès à cette personne-là. Alors, le marketing courriel, c'est la meilleure façon pour y accéder. Les gens suggèrent de 2 à 4 courriels par mois, mais si vous êtes Simon, si vous êtes Aldo, c'est presque à chaque jour et c'est 2 fois même par jour. Hein. Mais les bonnes pratiques, c'est 2 à 4 jours. Qu'est-ce qu'on ajoute dans les courriels? Les bulletins, les articles que vous avez écrits, les promotions, les événements à venir. Puis l'autre chose qui est le plus important, c'est que ces outils vous permettent justement d'analyser les choses. Tu vois, lorsque les gens cliquent sur le courriel, j'ai une notification comme quoi cette personne a cliqué sur le courriel. Lorsque la personne a défilé tout au long de la page, j'ai cette information-là. J'ai partagé une image, je sais que la personne a cliqué sur l'image. Alors, à chaque campagne publicitaire que vous faites sur ces plateformes-là, prenez le temps justement d'analyser la BD, puis voir quelles sont les actions qui ont les mieux réussi et comment je peux justement ajuster. Je vous montre un peu les solutions les plus populaires. Le premier, c'est MailChimp, qui est une solution Atlanta. Ça a été lancé une dizaine d'années. L'entreprise vaut maintenant des milliards. Emma, HubSpot,
ça fait sensiblement la même chose. Si bien impact qu'une solution locale, un petit peu plus dispendieux que MailChimp, mais en termes de fonctionnalité, c'est presque similaire. Lead scoring. Lead scoring, c'est une notion qui est assez importante. C'est que lorsque vous rencontrez un client, vous allez mettre une note, un pourcentage de conversion potentielle avec ce client-là. Puis à partir de là, vous pouvez justement segmenter votre publicité selon le lead scoring. Dans l'outil, vous permet aussi de faire ce qu'on appelle la création de contenu. Vous avez un écran, puis vous pouvez drag and drop des images, des textes, et qui fait en sorte que si vous êtes plus ou moins habile par rapport à la programmation, ça peut se faire facilement à l'intérieur de ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous avez des intégrations avec d'autres solutions de CMS, de CRM, si vous voulez justement grossir avec ces outils-là. Quand on parle de SEM, SEO, SEO, c'est le référencement organique. C'est ce que les gens cherchent, c'est ce que vous ne payez pas. SEM, c'est toute la partie publicité en ligne. Vous allez voir, quand vous êtes sur Google, vous allez voir cette bannière qui est un peu grisâtre. Là, ils ont ajouté un 4e récemment. Alors, toute cette partie-là, c'est de la publicité en ligne. Il y a aussi en bas, je pense qu'il y en a 2 en bas, c'est aussi de la publicité en ligne. Et comment ça fonctionne actuellement par rapport à SEM? C'est un système d'enchère. C'est que les gens se connectent sur la plateforme. Admettons que je suis dans l'industrie des thermopompes, je serais prêt à payer combien pour le mot thermopompe? Alors, il y a une personne qui est prête à payer pour 2 $, l'autre personne qui est prête à 4 $. Alors, c'est la personne qui est prête à payer le plus qui va gagner cette annonce-là, qui va être affichée à ce moment-ci. Je vous suggère, si vous faites ce genre de publicité, de mettre un cap. Et ça se peut que vous allez défoncer votre budget assez rapidement, là. Si vous mettez un prix assez élevé, c'est sûr que vous allez dépasser dans une journée. C'est quoi la différence par rapport à SEM, SEO? SEO, c'est une durée à long terme. Et ça prend environ 2 à 3 ans pour se retrouver à la première page. Et chose qu'on a remarqué aussi, c'est que les gens ne vont jamais cliquer sur la 2e page. Alors, si vous n'êtes pas sur la première page, il y a de fortes chances que vous n'allez jamais retrouver des clients sur votre plateforme. Alors, misez un peu sur les SEM, faites au début, les bonnes pratiques veulent qu'on investisse au moins 500 $ juste pour évaluer, pour voir comment ça fonctionne. Là, je donne un peu les meilleures façons actuellement pour aller augmenter votre référencement organique. Et pourquoi j'ai mis 2018? Parce que l'algorithme de Google change constamment. Parce que les gens actuellement essaient justement de bypasser un peu ces algorithmes. Et ça, Google a pris les mesures pour que ça change continuellement. J'avais parlé tantôt par rapport à l'engagement sur le site. C'est hyper important d'avoir un site qui a une communauté, que les gens viennent souvent. D'où l'intérêt d'avoir un blog, d'avoir des produits, d'avoir des reviews. Ça incite justement les gens à revenir souvent, puis à acheter, puis à commenter, qui fait en sorte que sur le plan de Google, vous êtes beaucoup mieux référencé qu'un site qui ne se passe pas grand-chose. Optez pour des pages plus longues. Je disais tantôt par rapport à écrire pour le web. Ce que Google a remarqué, c'est qu'il y a des gens qui écrivent sur le web juste pour avoir des clics. Alors, ce que Google a fait, c'est qu'ils ont changé ça. Ils veulent maintenant des articles de fond. Ils veulent que les articles, ça parle des sujets qui sont pertinents. Alors, si vous écrivez du texte par rapport à tel sujet, assurez-vous que ces textes-là soient vérifiés, qu'il y ait des backlinks vers d'autres sites qui font en sorte que Google considère que votre article que vous avez rédigé est plus pertinent qu'un autre site. Échanger des liens, ça c'est hyper important. Il y a une entreprise à Saint-Jean que j'ai rencontrée. Elle, ce qu'elle faisait, c'est des produits pour des déodorants, des crèmes et tout. Et nécessairement, elle vient de lancer le produit, puis elle n'a pas nécessairement de clients qui se connectent sur la plateforme. Ce qu'elle a fait, c'est que c'est associé à des journées locaux, à des radios locaux, puis ils ont partagé leur URL pour justement driver le trafic vers sa plateforme à elle. Et ça a quintuplé leur vente en dedans d'une semaine. Optimiser la vitesse d'affichage du site. Pourquoi je dis ça? C'est récemment, Google sont en train d'étaler le service web à travers le monde et principalement dans les endroits en voie de développement. On parle justement d'Amérique du Sud, on parle de l'Afrique. Et dites-vous, dans ces endroits-là, nécessairement, ils n'ont pas accès au 4G, ils n'ont pas nécessairement accès à l'Internet haute vitesse. Alors, pour que les pages s'affichent rapidement, alors ils ont dû mettre en place les algorithmes pour dire si votre page s'affiche, ça prend plus de 3 minutes à s'afficher, nécessairement, vous n'allez pas vous retrouver dans les top 10 de Google. SEO et affichage local. Alors, on est au Québec, on est à Montréal.
Alors, assurez-vous justement de miser là-dessus. Si je recherche justement garagiste, nécessairement, ça ne va pas nécessairement m'afficher un garagiste à Seattle. Ça va juste m'afficher les garagistes ici. Alors, utilisez cette façon justement pour vous différencier. Je vous ai parlé un peu de Go Analytics. C'est un must à avoir. Et lorsque vous utilisez une solution comme WordPress ou Shopify, ils ont des plugins à l'intérieur pour intégrer facilement. Et c'est une bonne chose de se connecter sur la plateforme puis de constamment regarder. Alors, quelles sont les pages que j'ai partagées et quels sont justement les liens qui m'ont permis d'avoir beaucoup plus de leads. La plateforme vous permet ça. Et la plateforme vous permet de faire encore des trucs beaucoup plus poussés. On parle de, je ne sais pas connaissez le terme de le parcours du consommateur. C'est capable de dessiner un peu, lorsque la personne rentre sur votre site, quelles sont les pages qu'elles ont visitées et comment je fais en sorte pour les convertir de la meilleure façon. Alors, l'outil vous permet justement de rester ce parcours-là. Au niveau des médias sociaux, je vous dirais que ça dépend de l'industrie. Ça dépend de ce que vous faites. C'est sûr que si vous êtes photographe, Instagram, c'est la place. Si vous êtes plus au niveau service conseil, ce serait LinkedIn. Mais le must à savoir, il faut que vous soyez sur Facebook. Là. La plupart des gens sont sur Facebook. Je pense que c'est autour de 2,5 milliards d'utilisateurs qui sont sur Facebook, puis il y a 2 milliards d'utilisateurs de façon mensuelle. Alors, si vous n'êtes pas sur Facebook, il y a forte chance que vous n'allez pas rejoindre les gens. Pinterest est souvent utilisé par des gens qui sont des DA, sont des photographes et tout. Ça permet de créer des mood boards. Et c'est assez intéressant lorsqu'on rencontre des clients de présenter ces photos-là. Google+, c'est bien d'avoir justement une page sans nécessairement l'alimenter, mettre l'information, mais assurez-vous que vous êtes quand même là. C'est quand même très, très utilisé aussi. Et Twitter, je pense qu'il y a Apple qui veut l'acheter, mais on ne sait pas encore. Là. Mais ça existe encore, mais c'est encore très utilisé dans les salles de presse. Lorsque vous allez créer votre page business sur Facebook, la première chose à faire, c'est d'avoir votre URL unique. Quand je parle URL unique, c'est Facebook / le nom de l'entreprise. C'est sûr que la plupart du temps, il y a déjà un nom qui est enregistré à votre URL, mais assurez-vous d'avoir le vôtre bien défini. Soin de la présentation. Alors, si vous avez des vieilles photos avec des filtres qui sont utilisés, qui datent de 2014, supprimez-les. Mettez les nouvelles photos qui reflètent justement la nouvelle vision de l'entreprise, le branding de l'entreprise, ce que vous voulez communiquer comme information. Identifiez les piliers de contenu. Parce qu'on parle de piliers de contenu, on pense entre autres, OK, il n'y a pas qui arrive dans 2 semaines, alors quelles sont justement l'information que je peux partager autour de ça? Et utilisez beaucoup la saisonnalité. Les gens ont tendance à négliger cette partie-là, mais c'est une façon justement de présenter l'information autrement, puis d'avoir des images qui sont différentes. Facebook offre un calendrier pour céduler les contenus, puis ensuite les poster à la date qui a été indiquée. C'est quand même assez cool, mais il y a d'autres solutions comme Hootsuite qui gère beaucoup mieux, puis qui permet justement d'intégrer plusieurs applications au lieu que ce soit juste Facebook. Liker d'autres entreprises. Les gens ont tendance à ne pas le faire, là, mais si vous connaissez les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que vous, allez liker, mettez les commentaires qui font en sorte que vous allez voir la publicité gratuite. Les gens, vous allez voir votre commentaire, puis ils vont cliquer sur votre page, qui fait en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle du référencement organique, une interaction à travers justement ces entreprises-là. Interagissez avec la communauté. Là. Si les gens partagent vos trucs, si les gens mettent des commentaires sur vos posts, prenez le temps justement de les répondre, prenez le temps de les liker, prenez le temps justement de les saluer. Alors, c'est hyper important. Et passez le like-alizer. Alors, likez tout ce que vous pouvez. C'est la meilleure façon de se faire vu. Sur Instagram, c'est très, très, très utilisé. Il y a des gens, c'est des social managers, les autres, à chaque jour, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont liker toutes les photos. Mais c'est vrai que quand une personne like une de vos photos, ça tombe dans votre notification. Vous voyez que la personne vous a liké. Alors, vous cliquez sur la personne, et là, vous allez tomber sur la page de la personne. Alors, c'est une façon, justement, de faire voir à très peu de coûts. Et l'autre chose aussi, c'est que vous pouvez utiliser des bots. Vous pouvez justement programmer des machines qui vont le faire automatiquement pour vous. Et la façon, c'est le même. C'est que je dresse une liste 200 personnes que je veux liker en dans d'une journée.
Alors, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer à travers chacune des personnes, elle va liker, puis elle peut même commenter une photo. Puis à la fin de la journée, tu dis, OK, unlike tout ça, puis unfollow tout ça. Puis actuellement, c'est un gros problème chez Instagram. Ils sont en train de développer quelque chose pour contrer ça, mais c'est une façon d'aller reach out le plus de gens possible. Twitter. Les bons conseils pour Twitter, ça s'applique aussi pour Instagram. Alors, c'est vraiment le branding du compte, là. Si vous avez une boutique de photos, mettez des photos qui sont liées par rapport justement à ce que vous vendez. Et ce que vous écrivez, c'est hyper important, là. Si votre discours ne reflète pas nécessairement votre vision, votre plan de com, ça s'entend, là. Et ce qu'on recherche ici, c'est l'authenticité. Et quelque chose qui est assez... On parle d'authenticité, mais si vous checkez un peu les photos sur Instagram, je pense que la plupart des gens sont plus ou moins authentiques. Mais lorsque vous allez partir votre branding sur Instagram, essayez de mettre l'avant quelque chose de beaucoup plus réel. Là. Et, followers versus following ratio, ça vous c'est quoi? Non? Si vous followez 30 personnes, 500 personnes, puis qu'il y a seulement 50 personnes qui vous follow, ça va très mal. Ça fait cheap shot, là. Alors, ce que je vous suggère, c'est de commencer que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, commencer à follower beaucoup de gens, puis vous allez voir, les gens vont vous follow. Ce qu'on appelle du follow for follow, right? Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez unfollow les gens que vous ne voulez pas les voir. Là, mais ça, c'est une stratégie les plus utilisées actuellement. Hein? C'est du n'importe quoi, mais les gens regardent vraiment ça. Le ratio est hyper important. Là. Je ne veux pas nécessairement à l'air d'une petite entreprise qui essaie d'avoir du reach out en followant plus de personnes, puis il n'y a personne qui follow souvent parce que ce que je vends, ça ne reflète pas nécessairement leurs besoins. Là. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est ça. Puis il y a des comptes, il y a juste un seul follower. Je pense que le compte de Justin Bieber, il follow juste une seule personne et c'est sa mère. Là. Twitter, Instagram, c'est souvent utilisé what you're up to. Alors, sur Instagram, vous pouvez partager des vidéos, des live stories de ce que vous faites actuellement. D'où le thème Instagram, là, c'est que je prends une photo, c'est sur le moment. Mais il y a des gens qui prennent des photos, mais qui posent beaucoup plus tard. J'ai un ami qui il y a 3 ans, il a visité le Japon. Il a visité le Japon pendant juste 3 semaines. Mais depuis ce temps-là, pendant ces 3 ans-là, il poste encore les photos du Japon. Alors, il sort un peu du cadre « What are you up to? » Et vous avez des outils comme Hootsuite, TweetDeck qui permettent de gérer ça. Alors, si vous avez une plateforme comme Instagram, comme Facebook, comme Twitter, et ça ne vous tente pas nécessairement de gérer ça dans chacune des applications, ça peut être long. Alors, un outil comme Hootsuite qui vous coûte environ 20 $ par mois vous permet de céduler tous les posts. Alors, vous prenez un après-midi, vous cédulez tous les posts pour chacune des plateformes, puis en même temps, vous pouvez utiliser ça pour répondre aux commentaires des gens. Très, très pratique. FF, je vous explique tantôt, follow for follow, hashtag, très, très, très important. On a justement le témoignage de Saint-Guest tantôt. Ils ont utilisé beaucoup le hashtag pour aller chercher du monde. Ce que ça fait hashtag exactement, c'est que lorsque vous hashtag quelque chose, nécessairement ça affiche dans d'autres réseaux. Quand les gens cliquent sur hashtag, là, nécessairement vous allez être regroupés dans disons, le bucket de photos. Et il y a des gens qui vont nécessairement tomber sur vos photos et qui vont aller vous liker. Alors ça permet de sortir un peu votre réseau de proximité qui vous permettent d'accès à d'autres clients potentiels. L'une des choses que je fais souvent sur Instagram, c'est pas nécessairement les compétiteurs, c'est que je follow des artistes que je trouve qui font des choses qui sont assez beaux. Et sur Twitter, les gens ont tendance à le faire de façon contraire. C'est qu'ils vont sélectionner justement leurs compétiteurs, puis ils vont leur follow. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que les gens font en ce moment. Et à partir de là, nécessairement, vous pouvez prendre des décisions, puis changer votre stratégie en conséquence. Je vous parle un peu de la comptabilité facturation. Je dis souvent c'est un mal nécessaire. Là. Et, je pense qu'il y a environ 2-3 mois, on a reçu Gilles Beauchemin qui était venu ici. Puis l'une des choses qu'il disait, c'est
si vous ne comprenez pas les chiffres, trouvez-vous autre chose à faire parce que vous n'allez pas réussir en entrepreneuriat. Et c'est tout à fait vrai. Là. Et ce qui est le fun, c'est que vous avez des outils qui sont hyper performants, qui sont hyper simples pour vous simplifier la vie. C'est sûr que si vous venez de commencer l'entreprise, prenez un chiffre Excel, téléchargez des templates, vous êtes bon pour les 6 premiers mois. Mais si vous voulez des outils qui sont beaucoup plus poussés, ils sont disponibles ici. Momento plutôt, c'est une solution locale avec un très beau site. Je pense que c'est un partenaire avec Budgeto. Budgeto, qu'on les reçoit aussi demain. C'est une solution qui permet justement de faire les tenues de livres, qui permet de faire la facturation. Et ce qui est le fun avec ces outils-là, c'est que vous pouvez l'automatiser. Admettons que vous avez des clients ou des fournisseurs que vous envoyez justement une facture à chaque mois, au lieu que vous de mettre en post-it, n'oubliez pas de faire ça. Ces outils-là pouvaient céduler ces événements-là, alors qui vous permet d'être beaucoup plus optimiste dans vos processus. Financement et budgétisation. Toi, Dax Silva parlait comme quoi que lui a bootstrappé sur son business. Il n'y a pas eu justement de VC qui a investi sur son projet. Mais vous avez un site qui s'appelle Fundica, qui est une solution, plateforme locale, qui regroupe tous les types de financement pour les différents types d'industries. Et c'est hyper détaillé, là. Puis je pense qu'il y a aussi des services à l'interne qui permettent de vous supporter dans votre démarche de financement. Budgeto, qui est un outil pour faire le budget, hyper intéressant, qui s'intègre aussi avec QuickBooks. Alors, si vous avez la chance de jeter un coup d'œil. Outils de collaboration, ça c'est un must. Est-ce que les entreprises qui sont dans le tech? Oui. J'imagine que vous utilisez Slack. Skype, OK. Ce que ça fait exactement, les outils de collaboration, ça permet de communiquer. Ça permet d'être sur une seule application puis de gérer tout le projet à l'intérieur. Quand on parle de partage de fichiers, quand on parle de groupe de discussion, quand on parle de monter un processus, tout peut se faire à l'intérieur de ces outils-là. Dans les grandes entreprises, on utilise beaucoup, on utilise les 4, mais Confluence est très utilisé dans le domaine tech. Skype, c'est plutôt utilisé pour tout ce qui est des appels, des conférences et tout. Slack, c'est une nouvelle solution qui a été lancée il y a 3-4 ans. L'entreprise est évaluée à 1 million en ce moment. SharePoint, qui est une solution de Microsoft. C'est une solution qui est très mauvaise. Les gens l'utilisent rarement parce que c'est Microsoft aussi, là. Mais en termes de fonctionnalité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous avez d'autres solutions qui sont gratuites, qui font beaucoup mieux que SharePoint. En termes de gestion de projet, nous, à l'école, on vient d'opter pour Asana, qui est une solution qui est développée par 2 anciens de Facebook. C'est très, très adaptatif. Et on peut faire presque tout avec. Et ce qui est le fun avec ces applications, c'est que vous pouvez linker à d'autres applications qui, nécessairement, ne se parlent pas entre elles. Alors, ce que ça permet de faire, ça permet de faire un peu le suivi du projet. Alors, lorsque j'utilise ces applications-là, je peux créer des dashboards qui permettent de savoir un peu l'avancement du projet, quelles sont les personnes qui sont assignées sur le projet, est-ce qu'il y a des tâches qui sont en retard. L'application gère tout ça. Puis l'application gère aussi toute la partie de notification. Alors, si j'envoie un document à une personne, nécessairement, cette personne va recevoir le courriel. Alors, en termes opérationnel, c'est hyper pratique. Et tu perds moins de temps, justement, à faire du back and forth puis à répondre à des courriels. Sondage en ligne, très utilisé, mais c'est de moins en moins utilisé. Ça savez pourquoi? Parce que maintenant, on a des solutions qui sont capables justement de tracker le comportement du consommateur. Lorsque vous êtes sur une plateforme comme Facebook ou comme Google, actuellement, il y a des outils qui sont capables de comprendre le consommateur sans nécessairement lui envoyer un questionnaire. Mais c'est sûr que si vous êtes moins intégré, si vous n'êtes pas une grande entreprise comme l'entreprise de Dax, nécessairement, ces outils-là peuvent être une façon d'aller reach out, disons, le comportement du consommateur, puis d'avoir son input par rapport à vos produits. Je vous présente 3 solutions. SurveyMonkey, qui est une très grosse solution qui a été vendue une couple d'années, pour une couple de milliards. Google Forms, ça a été développé par Google. Ils ont déployé il y a 2-3 ans. En termes de fonctionnalité, il y en a moins que SurveyMonkey. Simple sondage, c'est une solution locale qui a été développée à Belleuil. Ça fait les mêmes fonctionnalités que SurveyMonkey, mais il y a moins d'intégration avec d'autres types d'applications. Alors, si vous voulez croître, ça coûte plus cher aussi. Ouais.
J'ai jamais compris pourquoi les solutions locales coûtent plus cher. Je vais expliquer un peu le programme Succès numérique. Ça a été lancé il y a 2 ans. Et ce qu'on vise exactement avec le programme Succès numérique, c'est accompagner justement les entrepreneurs. On parle des entreprises de moins de 10 dans l'intégration des technologies. On a des ressources internes, que ce soit au niveau tech, que ce soit au niveau socio-financement, que ce soit au niveau croissance. Et c'est des experts conseils qui ont quand même beaucoup d'expérience. Puis entre-temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une méthodologie qui est ancrée par rapport justement à la réalité des PME. Et si vous avez besoin de plus d'informations, on a justement à l'accueil des brochures pour vous en donner. Ouais.